J'aime apprendre. Et ça, c'est quelque chose, même OK. aujourd'hui, même si je suis rendu indépendant financièrement, j'aime apprendre et Mhm. c'est quelque chose que je pousse toujours et j'apprends à chaque jour. Mhm. Et alors, j'essayais, je testais. Avec mes condos, à un moment donné, je testais du Airbnb aussi. Je testais d'autres choses. OK. Et là, je parle de ça parce que c'était en 2013 jusqu'à 2015, c'était encore légal. C'était Mhm. facile de le faire. Donc aujourd'hui, je suis avec David Van, superstar sur LinkedIn qui partage beaucoup de bonnes informations et c'est comme ça que j'ai appris à le connaître et que je l'ai invité sur l'épisode d'aujourd'hui. Donc David, c'est un actuaire qui s'est transformé en investisseur immobilier, qui a réussi à atteindre une certaine liberté financière, une indépendance financière et par la suite a créé son propre fonds d'investissement immobilier et courtier hypothécaire aussi, donc un homme avec beaucoup de chapeaux. On va avoir une belle conversation aujourd'hui sur son parcours, sur l'investissement immobilier, surtout comment atteindre une indépendance financière grâce à l'immobilier, comprendre, mettre un plan en action là pour arriver à ce but-là. Donc, beaucoup de valeur qu'il va avoir dans cette conversation. David, comme j'ai mentionné, tu étais actuaire et tu es devenu investisseur immobilier par la suite. Explique-nous un peu ce parcours-là. Qu'est-ce qui t'a fait? Parce qu'en actuaire, donc c'est un milieu très, de ce que j'imagine, professionnel, très chiffre, très analytique. Donc, qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'investissement immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait choisir ça? Oui, bien sûr, Giovanni, et merci d'avoir m'invité à ce podcast-là. Très heureux d'être présent ce matin. Euh, Quand je travaille comme actuaire, en fait, comme tu l'as mentionné, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup d'analyses, et c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré Mhm. travailler en tant qu'actuaire et aurait été une carrière que j'aurais bien continué sans problème. C'est juste qu'à un moment donné, mon dernier rôle, j'étais directeur de deux équipes, une équipe à Montréal, une équipe à Toronto, sur le machine learning. On utilise du machine learning pour vraiment pousser la distribution numérique de la compagnie que je travaillais pour. Et c'est très intéressant. Je voyais les nouvelles technologies qui arrivaient. On essayait. On était comme des petits entrepreneurs. On testait toutes sortes de choses. Alors, Mhm. j'ai adoré cette partie-là. C'est juste qu'à un moment donné, en blague, je dis au monde que j'ai trois carrières. Un, c'est l'investissement immobilier. Un, c'est l'actuariat. Et le troisième, c'est je suis aussi père de deux enfants. Alors, à un moment donné, je dois choisir laquelle que je devrais me libérer parce que ça commençait à être de plus en plus occupé pour chacun de ces créneaux-là. Mhm. L'investissement immobilier, ça prenait l'expansion de façon exponentielle. Et les revenus ou le profit que je générais à partir de mes investissements immobiliers dépassait largement de mon salaire en tant qu'actuaire. Et je mettais moins d'heures dans ça qu'en actuariat. Actuariat, c'est quand même un 9 à 5, alors c'est au moins 40 Mhm. heures par semaine. Un peu plus Mhm. même quand on doit passer le pont Champlain, aller au travail, revenir, tu sais, avant tout Ouais. le travail chez soi, là, work from home. Mhm. Puis Mhm. maintenant, c'est un mode hybride. Alors, tu sais, c'est beaucoup d'heures que je peux réussir à me libérer. Et Mhm. la famille, les enfants, c'est quelque chose que je voulais pas diminuer en termes d'heures. Alors, c'était un peu comme un no-brainer. Alors, j'ai quitté l'actuariat pour pouvoir me concentrer euh, en investissement immobilier. Et Donc, tu avais déjà commencé à investir, en fait. Mais est-ce que tu avais de la famille qui investissait? Est-ce que tu avais, donc, d'où est venue l'idée de même dire, OK, je vais investir en immobilier, je vais faire ce ouais, move-là, en fait. en fait, j'ai commencé à investir en immobilier presque en même temps quand je suis re-rentré plutôt en actuariat. Parce que si je Mhm. commence un peu tu sais, je vais prendre quelques pas vers l'arrière. J'ai Mhm. étudié en actuariat, mais j'ai toujours eu un côté entrepreneur. Euh, OK. Au cégep, j'ai commencé une entreprise en machine distributrice que je vendais comme par OK. exemple des jouets que tu mettais 2 $ dans la machine, tu tournes, il y a un jouet qui sort. Ensuite, OK. j'avais des machines de boissons gazeuses, de chips, ainsi de suite, Mhm. de bonbons. Tu sais, c'était un peu Ouais. diversifié. Alors, j'avais Mhm. jusqu'à 37, 39 machines et routes. Et ça ressemblait un Wow. peu, tu peux dire, c'est c'est comme un appetizer pour OK. l'immobilier.
Parce que c'est quoi Ok. des machines distributrices? C'est vraiment, tu le mets dans des emplacements. Tu fais des Mhm. partenariats avec des personnes qui ont ces emplacements-là, puis que tu vas chercher Mhm. le loyer. C'est pas des loyers, mais Mais là, comment tu as collecté? Ouais. c'est ça. Je collecte les coins, les Ouais. sous, puis Mhm. c'est pas mal passif. Tu sais, c'est sûr que les 6 premiers mois, c'est plus actif. Tu sais, tu dois connaître ça, la machine, combien de temps ça, tu dois le refill, puis tout. Mhm. Des fois, il y a des vandalismes dans la machine. Des fois, il y a des emplacements qui sont moins bons que prévu. Alors là, tu changes d'emplacement, ainsi de suite. Alors, il y a Très toujours cette... similaire à l'immobilier, je vois le lien. Exact. Mais c'était petit comparé à l'immobilier. Parce que, tu sais, une Mhm. machine, ça coûte 500 $, alors Ouais. un immeuble, c'est comme 500 000 et plus. Ouais. À chaque semaine, tu sais, tu reçois 500 $ ou 200 $ de coins. Euh, alors que Mhm. immobilier, encore là, c'est différent. Tu sais, un immeuble, t'es dans le 2, 3, 4, 5 000 de loyer par duplex, triplex, peu importe. Mhm. Alors, j'ai toujours ce côté entrepreneurial-là, que ce soit au cégep, que ce soit à l'université. Quand j'ai gradué de l'université, j'ai commencé à travailler comme actuaire, mais j'ai aussi ouvert ma propre boutique de thé au centre-ville de Ok. Montréal. Ok. Et ça, c'était en 2010. Ensuite de 2010, le thé n'était pas aussi populaire. Il y avait aussi les thés de David, comme Ouais, mon David nom. C. Ouais. Je fais Ah, souvent ok, le en blague. plus. Tu sais, je fais souvent le blague que, est-ce que tu connais les thés de David? Puis le monde, c'est à toi? C'est comme, non, malheureusement, c'est pas moi. Ah. Puis eux aussi ont commencé en 2009-2010. Alors, c'était pas Ok. aussi populaire. Moi, je voulais partir en forme de franchisage pour pouvoir Ok. scale, mettre ça à l'échelle. Mhm. Mhm. Mais ensuite, eux, les thés de David, ils ont fait un excellent job à vraiment promouvoir le thé comme un produit de popularité comparé au café. Tu sais, en dehors de l'Amérique du Nord, c'est vraiment le thé qui est le plus bu. Mais dans l'Amérique du Nord, c'est le café. C'était un Ça, je concept savais pas. qu'on fallait l'amener en Amérique du Nord. Et lui, il a réussi ça. Et ça nous a aidé parce que là, tu sais, les 2 premières années, le monde demandait, tu sais, moi, j'ai demandé au monde, est-ce que tu voulais ouvrir une franchisée de mon kiosque de thé? Puis le monde est comme, Mhm. pas tant de personnes boivent du thé, peut-être. Mais depuis que David C a pris une expansion exponentielle, là, le monde m'approchait Mhm. et comme, vous avez cette Ouais. pièce de thé, ça existe depuis 3 ans, on veut ouvrir. Mais c'est là que Mhm. j'ai vu que, tu sais, pour le thé, c'est difficile d'avoir 2, 3 grands joueurs. Tu sais, un grand joueur ou deux, c'est, parce que thé, quand même, c'est pas aussi populaire que le café au Canada. Ouais. Alors, 2 grands joueurs, tu sais, c'est déjà assez C'est dans le déjà marché. assez dans le market. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai pris cette occasion-là que, à cause du buzz que David C a créé, j'ai vendu mon PSET. Euh, Ok. alors, à un prix qui est plus élevé que j'aurais espéré, parce qu'il y avait Mhm. cette demande-là. Alors, je l'ai vendu en 2013, et c'était Mhm. là aussi que je me suis demandé, moi et euh, ma femme, qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'argent qu'on a fait, avec l'argent qu'on a économisé. Et aussi, on devrait Ok. re-rentrer dans notre propre emploi de chacun. Alors moi, c'était l'actuariat. Mhm. Parce qu'on se mariait, on commençait à avoir une vie stable, on voulait avoir des enfants. Alors on s'est dit, Mhm. OK, on va arrêter un peu le business pour avoir quelque chose de plus stable. Je suis re-rentré en Mhm. actuariat en Ok. 2013. Euh, Ok. puis Parce que en tu avais même laissé temps, l'actuariat pour faire like business, getting the tip, et là, t'es retourné en actuariat après avoir vendu le c'est ça. kiosque, puis commencer là. C'est ça. Ok. Je Alors, comprends. Ok. j'avais gradué en 2008. Avant Mhm. 2008, j'ai eu 4 stages Ok. en actuariat parce que je faisais partie du programme coop à Concordia. Alors ça me permettait de Mhm. faire des stages. Ça m'a aidé aussi parce que j'ai pu toucher à un peu de tout et à voyager. Parce que j'ai travaillé à Paris Ok. pendant 4 mois, 5 mois. J'ai travaillé à Ok. Toronto pendant 4 mois aussi. Alors, ça m'a Ok. vu différents marchés, ça m'a donné différentes idées aussi. Et ensuite, j'ai travaillé de 2008 à 2010 en investissement, en gestion d'actifs. Mhm. Ça m'a aidé aussi parce que 2008, comme on sait tous, c'était la crise financière. Mais Mhm.
pendant qu'il y avait cette panique-là, j'ai acheté beaucoup d'actions OK. de compagnies. Et ça m'a aidé à faire mon premier profit, tu pourrais dire. OK. 2010, c'est là où que j'ai arrêté l'actuariat pour la première fois, pour rentrer, pour faire full-time ma boutique de thé. OK. Ensuite, 2010-2013, c'était la boutique de thé. J'ai vendu, j'ai recommencé l'actuariat, mais cette fois-ci en assurance de dommages. Donc, ce qui veut dire, c'est l'assurance de maison, l'assurance auto, l'assurance de entreprise. Ouais. Calculer les primes, tout ça, là. Donc, c'était ça ton travail. Exact. De Le 2013 jusqu'en 2023-2022, dans ce coin-là. OK. Et Donc là, c'était aussi en 2022 que, tu sais, alors que j'ai commencé à vendre la boutique de thé, j'ai acheté en 2022 des condos de préconstruction. OK. Et Donc, 2022, est-ce que aussi. c'était le premier achat ou? Oui, c'était le premier achat. OK, donc 2022, c'est le premier achat que tu as fait. OK. C'est ça. T'as acheté un condo, right? C'était ton premier investissement? Exact. OK. Un condo qui était sur plan, en préconstruction. OK. Et OK. pourquoi? Parce que je voulais, et ça c'est quelque chose que je recommande tout investisseur qui commence pour la première fois. Tu sais, le but, c'est pas vraiment d'acheter un plex, parce que si tu lis beaucoup de livres qui existent ou tu regardes beaucoup de contenu en ligne, qu'est-ce qu'ils disent? C'est acheter les plex, c'est le meilleur deal. C'est ce que j'ai dit aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un triplex, mais je suis très curieux d'entendre le point de vue parce que c'est différent. C'est la première. Vas-y. Donc, toi, tu recommandes condo sur plan pour le premier investisseur. Ben, que ce condo sur plan ou quelque chose de plus, je dirais, facile que le plex. OK. C'est ça le but. Tu sais, parce que le but, c'est d'investir sur toi-même et d'apprendre sur toi-même. C'est comme le monde qui va étudier à l'université. Si tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tant mieux. Tu sais, tu vas à l'université, t'étudies, puis t'es contente. Mais il y a combien de personnes qui vont étudier, qui remarquent après un stage que c'est pas ça qu'ils veulent faire et doivent changer de programme. Et ça, c'est tout à fait correct. Tu sais, notre système au Québec nous permet de le faire ça et ça aide le monde à faire ce qu'ils sont passionnés sur. Et c'est la même chose pour l'immobilier. Si tu commences tout de suite sur quelque chose d'autre, comme en même temps aux États-Unis, et ça coûte 100 000 t'es 100 000 endetté pour ta première degré d'université, c'est sûr, tu veux plus sortir ou tu te chutes sur les pieds si tu veux vraiment sortir. Alors, moi, je voulais commencer sur quelque chose qui était facile. Alors, condo neuf. Il n'y avait pas tant de choses à réparer. Il n'y avait pas de choses il fallait pas rénover. Pas de scrap down de rénovation. Alors, c'est vraiment pas besoin d'aller genre 2 heures loin. J'ai acheté un condo à Brossard et ensuite j'ai acheté un condo à Griffintown. Pourquoi? Parce que c'était sur le chemin au travail. Je travaillais au centre-ville. Alors, moi, au pire des cas, tu sais, à mon retour, je vais arrêter mes chemins puis je vais aller gérer ce que je devais gérer. Ou je vais prendre mon heure de lunch, je vais aller gérer ça. Puis, alors pour moi, je voulais quelque chose de facile, quand même dans un emplacement qui faisait du sens. Quelque chose qui était neuf, alors pas besoin de me casser la tête là-dessus. Et vraiment focuser à ce que j'aime gérer les locataires, à ce que j'aime gérer un immeuble, et ainsi de suite. Et c'est là que j'ai remarqué... 2021, excuse-moi de te couper, donc 2021, c'est en plein dans la COVID, donc dans la surenchère. Puis c'est ton premier investissement. Est-ce que ça aussi, ça a eu un impact, le fait que c'était la COVID, il y avait quand même beaucoup de surenchère? 2012, OK, c'était en 2000, OK, donc c'était, moi j'ai entendu, OK, 2012, so way back, OK, donc 2012, alright. 2012, que j'ai acheté en pré-construction. 2013, j'ai eu le condo, les clés du condo. 2013, c'est aussi que j'ai commencé à travailler en actuariat. Oui, recommencer, c'est ça. Recommencer, OK. Et ensuite, j'ai vu que j'ai aimé ça. Tu sais, 2013, j'ai acheté aussi un autre condo. 2014, 2 autres condos. 2015, un autre. 2016, un autre. Et ça, c'est donc, là que t'as vraiment focusé sur les condos, là, au début de ton... OK. Et j'ai dit ça aussi à mes amis, tu sais, parce qu'il y a des amis qui ont vu que j'ai fait ça, que j'ai investi en immobilier et que j'ai eu un certain succès. Et eux aussi sont intéressés. Alors, en 2000,
de mémoire 2015-2016 dans ce coin-là. J'ai un ami qui m'a demandé mon avis et tout, et j'ai dit, tu sais, commence à apprendre sur toi-même. Même chose, même discours. Mais il a décidé quand même d'acheter un quatreplex tout de suite et d'y habiter dans un des quatreplex. C'est une bonne chose aussi, c'est une autre tactique. Si vraiment tu connais ce que tu es capable. Parce que si tu habites dans le quatreplex, tu peux emprunter avec SCHL, mettre un plus grand mise de fonds, puis un plus petit mise de fonds plutôt. Et aussi, tu peux aussi prendre l'unité qui coûte le moins cher en termes de loyer, la bête, puis 1-2 ans après, tu peux quitter puis le louer. Alors, il a fait ça, puis il a détesté. Il a détesté gérer l'immobilier. Il a quand même fait de l'argent. Tu sais, il a vendu 5 ans après ou 4 ans après, une fois que son hypothèque était qui a expiré. Puis il a fait un profit de environ, je dirais, 40-50 000 par année d'équivalent. Et c'est très élevé pour le nombre d'heures que tu mets. Et je lui ai demandé combien d'heures tu mets. Il dit, tu sais, il y a de temps en temps, c'est peut-être 5 appels de locataires par année. Alors, mettons 5 heures pour gérer l'affaire, 50 heures, mettons. 50 heures par année de travail, puis tu fais 40-50 000. C'est pas mal. Et il a quand même décidé de le vendre. Pourquoi? Parce que même si c'était 40-50 heures de travail par année, c'était des centaines d'heures de manque de sommeil. Parce qu'il pouvait pas dormir. Tu sais, un locataire l'a amené au tribunal, au régie de logement dans ce temps-là, parce que il y avait un autre locataire qui faisait trop de bruit, et là, il disait qu'il avait pas la jouissance de vivre, et ainsi de suite. Et juste le fait qu'il doit aller au régie de logement, il pouvait pas dormir. Il haïssait ça. Et il a décidé de, OK, je vais le vendre, et je vais juste focuser à ma carrière. Il était un analyste aussi. Pour une grande compagnie, alors il a focusé à sa carrière. Donc c'était pas pour lui l'investissement. C'est ça. Et s'il avait commencé en condo, peut-être il aurait aimé ça. C'est un peu comme un enfant. On est tous des enfants puis on apprend des choses nouvelles. Quand tu commences la bicyclette, tu commences à 4 roues, puis là t'enlèves un, t'enlèves l'autre, puis là t'es à 2 roues. Si tu pitches l'enfant à 2 roues tout de suite et il se blesse, il va haïr ça. Et peut-être ça va créer une phobie, puis il va plus toucher les bicyclettes dans le futur. Et est-ce que j'aurais pu faire plus de profit en achetant un plex? Peut-être. Mais j'ai aussi fait des profits avec des condos. Et le but, c'est pas de maximiser le profit au jour 1. C'est vraiment de maximiser l'apprentissage. Alors, tu sais, des choses que tu fais, faire des podcasts ou même écouter les podcasts des autres personnes, chercher cette connaissance-là, ça vaut l'or que ça pèse parce que c'est de l'apprentissage, c'est de l'information que tu me donnes. Il y a aussi de l'apprentissage pratique. Achète quelque chose de facile, pratique-le. Ou peut-être t'as déjà une maison, pratique avec ta propre maison. Si tu peux transformer le sous-sol en unité, si tu peux faire Airbnb avec une chambre, est-ce que tu peux faire du Airbnb avec une chambre? Tu peux pas faire avec dans ta maison, c'est vrai. Mais tu peux tester et voir c'est quoi Airbnb. Il y a plein de monde qui me demande aussi, je vais acheter quelque chose pour faire du Airbnb. Essaye-le en premier. Regarde c'est quoi faire le ménage et tout. Tu sais, à la fin de la journée, tu vas pas faire le ménage à chaque jour parce que tu vas engager. Mais tu dois quand même le toucher la première fois. Le condo, tu sais, c'est en mi-chemin de mon travail et chez moi. Alors, quand il y a des réparations à faire, je suis allé, j'ai regardé puis je l'ai fait moi-même. Ou j'ai engagé quelqu'un puis je suis allé sur place pour voir comment elle fait. Qu'est-ce que la personne faisait, Mais aujourd'hui, je le fais pas. J'engage tout le monde, tu sais, je délègue. Mais la première fois, je pense, il faut toujours avoir cette observation-là ou salir les mains pour vraiment toucher. Je suis 100% d'accord. Donc, maintenant, la question, c'est, dans le contexte actuel, donc dans le marché qu'on est aujourd'hui, j'imagine, est-ce que tu as le même conseil pour un investisseur? C'est-à-dire que la personne qui voudrait commencer, est-ce que tu lui dirais le même conseil? Achète, pareil, comme toi, tu as commencé au début en 2012-2013, achète un condo sur plan. Est-ce que ce serait le même, j'irais, ça dépend toujours de la personne. C'est pourquoi souvent je demande
d'abord, tu sais, je converse avec la personne pour savoir quel type de personne c'est. Parce que tu peux voir, des fois, il y a des personnes qui sont hyper motivées, ils sont certaines qu'est-ce qu'ils veulent faire, ou il y a certaines expériences, parce qu'ils travaillent en construction. Ils ont déjà certaines expériences de comment c'est de rénover un immeuble, de c'est quoi de voir un toilette qui est bloqué, puis ainsi de suite. Alors, ils n'ont pas peur de ça. Alors, pour moi, c'est comme, OK, tu peux rentrer dans des choses plus compliquées. Moi, j'étais pas habile. J'étais pas handyman. Alors, il y avait plein de choses que je devais apprendre. Gérer un locataire, c'était un. Gérer des réparations, c'était un autre. Gérer un immeuble, c'était un autre. La prévention, tu sais, gérer le légal, c'est une autre chose. Si je devais aller au régie logement. Alors, je voulais pas sauter sur toutes les 5 choses en même temps. Je voulais commencer 2 en premier. Régie logement, locataire. Et peut-être de temps en temps gérer association condo, peu importe. Et ensuite, là, j'ai trouvé que j'ai aimé ça. Là, je suis rentré dans le flex plus tard. OK, c'est quoi rénovation? C'est quoi différentes divisions pour faire transformer un sous-sol en unité locative? Là, j'ai commencé à explorer d'autres choses. C'est une chose à la fois, par contre. Pas 5 choses à la fois. Pas 5 choses à la fois. Non, c'est vraiment un bon point ce que tu dis. Puis moi, personnellement, j'ai commencé avec un triplex. Comme toi, j'avais aucune expérience, pas habile du tout. Je connaissais absolument rien. Et dès le jour 1, je me rappelle, mon locataire m'avait écrit pour me dire, il y a plus d'eau chaude. Donc pour moi, c'était automatiquement, c'est la panique. Je sais comment il y a plus d'eau chaude. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'étais bien entouré. Donc j'avais beaucoup de personnes de la famille qui travaillaient dans la construction, donc qui en plomberie, électricité, qui faisaient des rénovations. Donc j'ai appris. Alors quand ils sont venus, ils ont regardé, ok, mais c'était juste le breaker qui était peut-être ils avaient joué avec le breaker, ils l'ont mis à on. Là, le chauffe-eau, il marchait, mais j'ai vu qu'il a fait. Donc, il a touché les tuyaux, voir est-ce que c'était chaud, voir s'il y avait de l'eau chaude. Donc, la prochaine fois, quand, par exemple, c'était arrivé encore, je savais, OK, là, il faut que j'aille regarder, toucher, est-ce que, donc, c'est encore chaud, ça veut dire que l'eau chaude fonctionne toujours. Donc, je pense, moi, ce que je dis aux gens, parce que, donc, en tant que spécialiste hypothécaire aussi, je le recommande de commencer avec le Plex, mais quand même, c'est d'aller se bâtir quand même cet entourage-là. Sinon, on n'est pas l'expert, mais quand même d'aller trouver les personnes qui s'y connaissent. Mais j'aime l'idée aussi de commencer avec petit à petit. Donc, c'est sûr que si tu achètes un condo neuf, tu n'auras pas à gérer problème d'eau chaude, problème de ça, donc juste à gérer les locataires. Mais maintenant, ce que je me dis, c'est la rentabilité. Maintenant, toi, comment est-ce que tu as acheté en 2012? Donc, c'était comment la rentabilité de tes immeubles au début. Donc, comment est-ce que tu as continué? Donc, tu m'as dit, au fil des années, tu as acheté plusieurs condos. Donc, c'était quoi le parcours là de premier condo, deuxième condo? Est-ce que tu as refinancé? Est-ce que tu as utilisé de l'équité pour maintenant continuer à bâtir ce parc-là avant d'arriver dans les Plex? Comment est-ce que t'avais fait ça? Et, tu sais, sur ce point-là, c'est la même chose, sur la rentabilité. Il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter un Plex. Pourquoi? Pour maximiser la rentabilité. Ça, c'est dans le concept, dans l'idée de buy best, buy what's best. Right? Et ça peut devenir un cercle vicieux parce que, à cause de la manque d'expérience, acheter le meilleur deal, c'est aussi difficile pour quelqu'un qui vient de commencer. T'as pas de réseau de courtier, par exemple. Le prix que tu vois, tu sais pas comment négocier, ainsi de suite. Tu sais pas faire une balance de vente. Même côté hypothèque, tu sais pas comment avoir le meilleur hypothèque. Alors, qu'est-ce que le monde a tendance de le faire? C'est, il attend. Il achète pas. Puis 3 ans après, le prix a monté. Alors, c'est encore, il attend. Alors, moi, je dis ça arrive à beaucoup de personnes que je vois. Il y a des personnes qui réussissent à faire le premier coup puis acheter. Mais il y a encore plus de personnes qui veulent le faire, mais le fait pas parce que c'est un grand saut. Et aussi, c'est dans leur tête qu'il faut acheter le meilleur. Moi, je dis, don't buy what's best, buy what's good enough. Wow. J'ai pas fait 30%, 40% de rendement, j'ai fait 20%. Mais 20%, c'est déjà mieux That's good enough. C'est good enough. Et je dis pas d'acheter n'importe quoi non plus. Tu sais, quand j'ai acheté à Griffintown, j'ai acheté à Brossard. Tu sais, step back, c'est oh wow, obvious. Tu sais, c'est acheté à Griffintown puis Brossard. Mais quand j'ai acheté
en Griffintown en 2012, le monde m'a dit, pourquoi t'achètes à Griffintown? C'est horrible. Ouais. 2012, Griffintown venait de commencer, puis il poussait plein de condos partout. Et le monde dit, Ouais. ça pousse des condos comme des champignons. C'était même des articles Ouais. dans la presse. Ouais. Ben, je sais pas si c'est la presse, là, mais Ouais. dans les journaux. C'est vrai, je me souviens dans le temps, ouais. Et le monde disait aussi, si tu avais acheté en 2009, ça fait du sens. Parce que c'était après la crise financière, puis ça fait de sens si tu as acheté en 2009, acheté en 2012, ça fait pas de sens. Ils poussent trop de condos. Mhm. Mhm. J'ai acheté, tu sais, j'ai pu louer. Pour moi, c'était un no-brainer. Parce que côté macroéconomie, Montréal avait une bonne économie diversifiée. Mhm. Griffintown était comme 30% moins cher que Centre-Ville, mais c'était à 15 minutes de marche. 15 minutes de Ouais. marche, c'est une joke. Ouais. Puis, alors pour moi, c'était un no-brainer. J'ai acheté à Griffintown. Brossard, même chose. Si tu regardes aux villes les plus près du centre-ville, les villes suburban, Mhm. c'est Brossard, Saint-Lambert et Longueuil. C'est pas Ouais. Laval, c'est pas Rive-Nord, c'est Rive-Sud. Ouais. Pourquoi? C'est Parce que vrai. centre-ville Montréal est au sud de l'île. Alors, Ouais. tu sais, la distance, c'est vraiment 15-20 minutes de voiture. Mhm. Moins la congestion, là, on va dire moins de Ouais. congestion. Laval doit passer par un pont, puis ensuite passer par le nord et le milieu de Montréal pour rendre à Rive-Sud, au sud Au de centre. Montréal, qui est le centre-ville. Mhm. Donc, toi, tu sais, on dit en immobilier, location, location, location. Donc, toi, c'était être proche du centre-ville. C'était ça que tu disais comme quand tu commençais. Donc, c'est pour ça que c'était un no-brainer pour toi parce que ces coins-là, ils étaient proches du centre-ville. C'est ça. Au début, pour moi, c'était location, location, location. Je veux pas briser ma tête sur comment maximiser mon location. Je voulais prendre une OK. location qui était comme upcoming et populaire. OK. Encore là, tu sais, les 5 choses il fallait gérer. Je voulais juste focuser vraiment à gérer le locataire, gérer ça. Je voulais pas Mhm. acheter quelque chose super loin, puis ensuite, je dois engager quelqu'un ou je dois conduire 1 heure et demie pour aller là. Ou encore là, Ouais. gérer d'autres formes de risques. Tu sais, j'étais quand même Ouais. actuaire de nature, alors je pensais toujours Ouais. au risque, au risque, au risque, Ouais. que je trouve que plein d'investisseurs pensent pas, mais ça, c'est un autre sujet à part. Ouais. Alors, je voulais pas penser à, mettons, est-ce que, parce que des fois, il y a des régions où il y a des grands employeurs et ça fait un boom dans le marché. Alors, en mettant à Rwanda, il y a des grandes miniers. Alors, l'immobilier Mhm. là-bas monte beaucoup. Là, il faut que je pense, Mhm. c'est quand le minier va partir, qu'est-ce que ça va arriver? Ou s'il y a d'autres problèmes, la contamination du terrain et tout ça. Et c'est des choses qui Ouais. étaient nouveaux pour moi, qui n'est plus nouveau pour moi, parce que là, j'ai plus d'expérience, mais il y a 10 ans, il Mhm. y a 11 ans de cela, c'était nouveau pour moi. Alors, je voulais plus me concentrer. J'ai acheté des choses faciles, qui étaient proches de chez moi et que je pouvais gérer ça. Et OK. Griffintown et Brossard, c'était pour moi un no-brainer euh, en OK. termes d'emplacement. Et ensuite, tu sais, OK. j'ai pu louer. Première année, c'était pas cash flow positif. Euh, OK. alors même aujourd'hui, quand beaucoup de personnes voient les condos ou peu importe, même les plex, C'est pas c'est pas. quelque chose de positif. Ouais. Mais beaucoup de monde que j'ai parlé qui sont nouveaux à l'investissement, je parle pas de ceux qui ont Mhm. l'expérience, je parle de ceux qui sont nouveaux. Ils pensent que cash flow égale profit, mais c'est pas vrai. Mhm. Profit, c'est divisé en 3. Il y a d'abord, oui, le cash flow, mais Mhm. il y a aussi le mortgage paydown. Alors, le cash flow inclut le mortgage paydown. Alors, tu sais, tu Ouais. l'enlèves, ton paiement hypothèque, et ça devient Ouais. ton cash flow. Mais dans ton Ouais. paiement hypothèque, il y a une partie qui est intérêt et il y a une partie qui est ton argent. Qui est capital. Ouais. C'est vrai. Et Le c'est un monde pense profit. pas à ça. Ouais. Et la troisième façon, c'est l'appréciation. Et je dis pas de mettre des hypothèses d'appréciation de 10% par année comme les dernières années qu'on Mhm. avait vues. Mais si tu 100%. regardes Ouais. dans 20-30 ans, c'est, Mhm. une appréciation de 3-4% annuel fait du sens. Et c'est quand même Ouais. assez conservateur. Ouais. Alors, c'est la combinaison de ces trois-là qui fait ton profit total. Je veux rester là-dessus parce que avec mes clients, donc, je le vois très souvent. C'est vraiment, ben,
on est négatif après l'hypothèque, après le paiement des taxes, après les dépenses, on est négatif. Donc, on veut pas on va pas acheter un immeuble et rester négatif par mois. Donc, toi, ce que tu as regardé, c'était, OK, mais c'était quoi le mortgage paydown? Donc, c'est quoi le capital que je rembourse sur mon hypothèque et l'appréciation? Puis, tu étais à l'aise de quand même être, donc, en négatif sur ton paiement. Donc, mais jusqu'à quel point aussi est-ce que c'est correct de rester négatif sur de garder un asset que tu dois mettre toi-même? Donc, comment est-ce que tu détermines la limite, là? Alors, le but, c'est le rendre positif. Alors, plus que tu es prêt au break-even point, plus que c'est mieux. Mm-hmm. Alors, il faut chercher. C'est pourquoi je dis, faut pas chercher n'importe quoi. Faut quand même acheter des choses qui est le plus près possible du break-even point. Puis après ça, comment tu le rends positif? Ben, à chaque année, tu augmentes le loyer ou tu testes avec le marché. Tu minimises tes dépenses, que ce soit que tu magasines pour l'assurance, par exemple, ou tu essaies de trouver des personnes des plombiers ou des électriciens, comme par exemple, tu fais des partnerships avec d'autres mondes et tu peux réduire des coûts de ce côté-là. Techniquement, tu n'es pas supposé d'envoyer un plombier à chaque année, là. Ça devient un autre type de problème. Et ensuite, tu peux prendre un an, 2 ans. Hypothèque, par exemple, si tu penses que l'hypothèque va descendre, le taux d'intérêt. Quand tu renouvelles ça, ou quand tu reset le période d'amortissement, tu augmentes ton cash flow parce que tu réduis tes paiements d'hypothèque. Alors, mes hypothèques... Donc là, tu parles par exemple, quand tu renouvelles, de remettre l'amortissement sur exact, à 25 ans ou à 30 ans, si je peux. Si tu peux, OK. Parce que pour moi, l'hypothèque, c'est le forme de dette le moins cher qu'un individu peut avoir. 100%, ouais. Alors, même si avant, c'était à 2% et aujourd'hui, il y a 5%, c'est quand même le moins cher. Parce qu'un dette de voiture, un dette de business, un dette de carte de crédit ou peu importe, un prêt privé, c'est toujours plus élevé. Alors, pour moi, si je prends que ce soit 2% ou 5%, peu importe, mon rendement, c'est plus que ça. Tu sais, je parlais de 20% dans les 20% pour mes condos. C'est plus que 5%. Alors, pour moi, c'est presque un arbitrage. Je vais prendre autant de dettes et le payer le plus lent possible parce que je peux faire plus que le 5% que je paye. Et à chaque fois que je reset l'amortissement, j'améliore mon flux monétaire. Donc, le rendement, ouais. OK. Alors, il faut faire ça aussi de façon contrôlée. Tu veux pas tant pousser non plus à, mettons, refinancer au max que tu retombes en cash flow négatif. Ouais. Parce qu'une fois que tu rends positif, les banques regardent ça aussi et les institutions financières pour emprunter pour la prochaine unité. Si tu es cash flow négatif, ça va frapper dans ton emprunt capacité d'emprunt aussi. Si je résume un peu ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est donc l'apprentissage a beaucoup fait partie de ton cheminement. Donc pour arriver au point où tu es maintenant, donc où tu es indépendant financièrement grâce à l'immobilier. On va transitionner un peu plus vers le multilogement maintenant parce que moi ça c'est beaucoup ce que j'aime. Puis moi ce que je veux comprendre aussi c'est comment est-ce que les chiffres ont fonctionné pour que tu atteignes cette indépendance financière-là grâce à l'immobilier. Donc, c'était quoi les acquisitions que tu as commencé à faire au niveau du multilogement? Tu as parlé de duplex, triplex, donc en vendant les condos. Donc, comment est-ce que ça s'est fait, cette progression-là? Comme je t'avais dit, moi et mon partenaire, on a jumelé ensemble pour acheter du duplex et triplex ensemble. Mais à un moment donné, nous deux aussi, on s'est maximisé notre propre mise de fonds. Et quand vous achetiez le duplex, triplex, rapidement, c'était quoi vos critères? Est-ce que c'était le même, OK, on va acheter proche dans la rive sud, c'était quoi les critères, là, pour commencer dans les premiers duplex, triplex avec ton partenaire? Puis là, tu venais de passer de condo maintenant à Plex, tu savais comment gérer des locataires. Donc là, maintenant, c'était quoi les critères pour, OK, on rentre dans les duplex, triplex au début? Qu'est-ce que tu regardais? Moi, comme je disais souvent, j'aime apprendre. Et ça, c'est quelque chose, même aujourd'hui, même si je suis rendu indépendant financièrement, j'aime apprendre et ça, c'est quelque chose que je pousse toujours et j'apprends à chaque jour.
Et alors, j'essayais, je testais. Avec mes condos, à un moment donné, je testais du Airbnb aussi. Je testais d'autres choses. OK. Et là, je parle de ça parce que c'était en 2013 jusqu'à 2015, c'était encore légal. C'était Mhm. facile de le faire. Ouais. Une fois que c'est devenu illégal, les règles commençaient à changer, j'ai arrêté. J'ai pas fait du Airbnb. J'ai fait d'autres types. Mhm. J'ai fait la location étudiante. Alors, Mhm. j'apprenais sur différents types de locataires, je peux dire. Alors, OK. j'ai commencé à me bâtir un certain créneau de ce côté-là. Alors, les duplex et les triplex, on a acheté au plateau Montréal, euh, au, OK. au village. Et c'était Mhm. très achalandé côté Airbnb et étudiant. OK. Alors, c'est Donc, tu là as été qu'on... en fonction de type de clientèle. Donc, ça, Exact. that's really good. OK. Ah, tu sais, au début, je disais location, location, location. Ça, c'était en Mhm. 2012-2013, quand je connaissais peu de choses. Et ça, c'est OK. comment le monde dit toujours, oh, location, location, location. Location. Yeah. But c'est quoi location? C'est quoi? Mhm. Si tu demandes à n'importe qui, le monde va, ben, n'importe qui. Si tu demandes au public, location, on dirait Mhm. c'est centre-ville Ouais, but no. ou à côté Mhm. d'un métro. Mais Ouais. c'est quoi C'est location? ça, Parce que ouais. il y a tellement de bons locations. Et c'est là l'affaire. Il y a tellement de bons locations. Pourquoi il y a Mhm. beaucoup de locations sont bons? C'est à cause du locataire, le type de locataire. Ouais. Alors, avant de chercher une location, cherche c'est quoi que tu es bon dans. Mhm. Tu sais, mon ami, tu sais, l'ami que j'ai dit qui a acheté le quatreplex puis qui a arrêté de faire l'investissement immobilier puis qui est Mhm. concentré dans sa carrière, lui, il avait acheté à côté d'un hôpital, son quatreplex. Wow. OK. Et moi, puis en plus, sa sœur était infirmière. Qu'est-ce que je lui ai dit, c'est que focus-toi dans un créneau et gère ça parce qu'il y a beaucoup de traveling nurse, ça s'appelle. Il y a beaucoup d'infirmières Ouais. qui voyagent puis qui ont besoin des locations puis qui sont prêts à payer Ouais. une prime parce que Mhm. il y a ce créneau-là. Alors, chaque type locataire a leur propre créneau. Lui, il avait acheté à côté de l'hôpital juste par chance, mais il n'a Mhm. même pas visé le créneau d'infirmière. Ouais. Alors, tu sais, il y a des personnes qui ont l'expérience avec du industriel. Alors, Mhm. industriel, t'achètes pas au centre-ville, t'achètes ça près des Ouais. autoroutes Ouais. ou du entreposage. Ça aussi, tu achètes sur quelque chose qui a une meilleure location. Il y a une meilleure location pour chacun type de ces marchés-là. Pour choisir l'emplacement, des fois, c'est comme tu as dit, le grand public, c'est proche d'un métro, c'est proche du centre-ville, proche de ci, proche de ça, mais l'emplacement, c'est aussi où ton futur locataire, qu'est-ce qui va être Exact. intéressant pour lui? Où est-ce que lui, il voudrait vivre? Est-ce que c'est proche des services que ce type de locataire-là, ce créneau, il voudrait être? Donc ça, je trouve que Exact. c'est un excellent point parce que le grand public, c'est pas comme ça ils réfléchissent pas comme ça. Parce que c'est là que ton valeur ajoutée vient. Si tu Ouais. achètes comme qu'est-ce que tout le monde achète, qui est près d'un métro ou près du centre-ville, ça devient une prime, right? Parce que tout le monde veut Mhm. acheter ça sans Tout le trop monde veut. comprendre. Ça devient plus Ouais. cher que les ratios que tu peux avoir, les loyers que tu peux avoir. Et Mhm. aussi, c'est là que tu commences à réaliser, les locataires sont des locataires, mettons, réguliers, des familles Mhm. ou des, peu importe, qui veulent habiter près d'un métro. Mhm. Alors, c'est le même type de locataire que tu vas compétitionner contre d'autres personnes qui achètent et qui louent aux mêmes personnes, qui sont peut-être pas Ouais. prêts de payer une prime. Tu Mhm. sais, Mhm. nous, on avait une spécialisation dans le Airbnb et dans location d'étudiants. Alors, pour OK. nous, on a regardé c'est où le meilleur spot. Ah, plateau et Mhm. village. OK. Les personnes qui achètent au plateau et village parce que c'est près d'un métro pour louer à une famille, il va payer une surprime. Il va se shooter sur le pied parce que c'est comme les ratios ne font pas sens. Ils vont être dans un Ouais, parce fondamental que il négatif. va essayer ben, c'est un peu comme ton ami qui, lui, par exemple, il a acheté par chance proche d'un hôpital, mais qui s'est pas concentré sur le créneau, par exemple, des travel nurses et des infirmières qui voyagent. Mais toi, pourquoi est-ce que t'as pas payé la surprime comparé à quelqu'un qu'est-ce que, est-ce- qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce que tu faisais? Est-ce que c'est parce que tu savais que ton créneau que tu allais pouvoir charger plus cher puis que tu allais avoir Exact. tu sais, les bons revenus locatifs? Est-ce que c'est ça Exact. ton Ben, edge c'est là, c'est ça. ton avantage compétitif?
C'est ça, mais c'est la valeur ajoutée que je suis capable d'ajouter. Alors là, je sais que je suis capable, tu sais, là, quand je vois un immeuble, puis je sais que je suis capable de louer, par exemple, 2000 au lieu de 1500, Mhm. la personne qui est prête à payer un prix équivalent à 1500, moi, je suis capable de Hmm. payer un prix plus à 1700, mettons. Je vais pas payer à 2000. Ouais. Ça, c'est une Oui, autre tu veux erreur ton... aussi. Ouais. Quand Airbnb est devenu très populaire, Mhm. tout le monde a commencé à payer très cher des chalets ou, tu sais, durant COVID. Ils voient le Ouais. loyer très élevé, ils payent pour le prix d'un Airbnb. Et c'est ça l'erreur. Ouais. Moi, je paye toujours pour le prix du second best choice. OK? Alors, mettons, Mhm. Airbnb, je peux le louer à 2000 $. Mhm. Locatif étudiant, je peux le louer à 1800 ou 1700. Mhm. Mais je suis Mhm. prêt à payer à 1700. OK. Et là, je vais faire du Airbnb. Mais Mhm. là, je me suis protégé. Parce que quand les règles ont changé et et on n'a plus le droit de faire du Airbnb, je peux faire de la locative étudiant. Ouais. Il y a des Ouais. personnes qui ont payé le full prix équivalent à 2000 $. Puis là, quand ils pouvaient plus faire du Airbnb, ils ont vendu à perte. Ouais. À Ou même perte. leur chalet, ils tiennent des chalets puis ils ont payé le prix maximum. Puis c'est comme, Mhm. je peux plus, genre, faire ou il y a une demande beaucoup moins élevée pour le chalet à Mhm. post-COVID. Alors là, c'est comme, ils rentrent pas dans leurs chiffres. C'est du flux monétaire Ouais. négatif. Même chose Ouais. pour tu sais, si j'achète à côté d'un hôpital, le best, admettons, c'est louer aux infirmières qui voyagent. Mhm. C'est quoi le Mhm. deuxième best? C'est peut-être louer à des familles. Mhm. Je suis prêt à payer le prix de louer aux familles. Je suis pas prêt pour payer au max pour louer aux infirmières maximum. Parce que je me Mhm. crée toujours c'est quoi le second best stratégie et je paye à ce prix-là. À ce prix-là. Tandis que la personne, donc l'investisseur plus novice, plus régulier, donc lui, il va payer au prix, par exemple, soit the best, la meilleure opportunité en fonction, tu sais, de l'emplacement, donc, parce que tout le monde fait ça. Mais toi, tu penses le second best option, mais tu as quand même en tête la valeur ajoutée que tu es prêt à Et vraiment, vraiment, quand j'ai fait du Airbnb, c'était quand peu de personnes faisaient du Airbnb. Le OK. Donc, surenchère vient souvent quand tout le monde le fait. OK. Et quand tout le monde le fait, ben le monde fait pas de façon qui gère le reste. Et c'est là que, tu sais, soit que je back out, parce que, Mhm. comme un peu Warren Buffett dit, once everyone's greedy, that's when you have to be fearful. When Yes. everyone's fearful, that's when you have to be greedy. Ça aussi, je trouve que c'est un excellent point. Donc, ça veut dire que tu sais reconnaître l'opportunité d'avance, donc être en avance sur le marché, mais quand ils commencent à avoir, donc les investisseurs novices justement qui arrivent dans le marché, qui pensent pas au risque puis qui augmentent les prix à de la surenchère, donc tu sais aussi quand te retirer. Donc, il faut savoir quand entrer, quand se retirer. Ouais. Comme un peu ma boutique de thé, en Euh, fait. C'est quand David ouais. C. m'a aidé à créer ce buzz-là, c'est Mhm. le temps de le vendre. T'sais, souvent, ceux qui ont un restaurant ou une boutique comme ça peuvent être émotionnellement attachés aussi, et c'est difficile à vendre. Ouais. Ouais. Mais à la fin de la journée, at the end of the day, tu dois le vendre, tu dois te détacher. Sinon, Ouais. tu peux être stressé aussi à ton day-to-day. Ouais. Attends. OK. Encore une fois, moi, je veux vraiment revenir sur l'indépendance financière. Donc là, j'ai compris, tu as donné d'excellents points sur de comment est-ce que tu as commencé à investir au début. Justement, l'emplacement, c'est pas juste qu'est-ce que tout le monde pense. Donc, faut penser à un créneau de locataire. Faut penser à quelle valeur ajoutée qu'on peut amener à l'immeuble puis d'investir dans ce sens-là. Donc, maintenant, c'était à quel point, à quel moment OK, ben, tu as regardé les chiffres, tu t'es dit, parce qu'on s'entend, actuaire, c'est un excellent revenu, c'est une excellente profession. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, ben, wow, donc j'ai bâti assez pour pouvoir maintenant focuser 100% sur mon portefeuille immobilier. Donc, sans peut-être rentrer trop dans les détails, mais donne-nous une idée des chiffres avec combien de portes, comme on dit, là, combien de logements, à peu près de revenus. Donc, pour arriver au point où, OK,
je peux quitter une carrière d'actuaire là pour faire de l'immobilier à 100%? Alors, il y a deux types d'indépendance financière. OK. Je vais parler du premier type. Le premier type, c'est on se construit quelque chose. OK? Mhm. Mais il faut d'abord aimer ce qu'on construit. Et ça, c'est genre le point clé. C'est pourquoi il faut apprendre sur soi-même et vraiment Mhm. aimer ça. Parce que si tu construis quelque chose que tu n'aimes pas, puis ensuite tu quittes ton emploi, ben tu dois encore travailler sur ce que tu as construit. Alors, c'est pas une Ouais. vraie indépendance financière. Mhm. Okay? En plus, moi, j'ai quitté l'actuariat que j'aimais. Alors, faut que j'aime l'immobilier. Et une chance que j'aime l'immobilier, et je suis en train de focuser sur là-dessus. Et je suis capable de vivre des revenus de l'immobilier, mais je travaille quand même. C'est pas une vraie indépendance financièrement parce que je travaille dans mes projets d'immeuble. Et je continue de le faire pour le prendre expansion. Oui, c'est moins que 40 heures par semaine, mais je suis capable aussi de déléguer et ne pas travailler et quand même vivre de mes revenus. Et c'est là que ça devient le deuxième type d'indépendance financière. Ça doit être passif. Le deuxième type, c'est passif. C'est plutôt le vrai Le financial vrai independence. indépendance. Ouais. Ouais. Le premier type, c'est plus, 100% c'est passif. ça, c'est ton projet, puis tout, t'aimes ça, t'apprends. Comme je dis, j'apprends à chaque jour. Puis cette année, je suis en train d'apprendre comment construire une maison de A à Z parce que je veux apprendre sur ça. Alors, je veux savoir comment arpenter une maison, comment faire du coffrage, comment faire la charpente du bois, les toitures, finition extérieure, intérieure, toutes ces choses-là. Et c'est très le fun. J'apprends et ça peut être utile pour mes propres projets, ça peut être utile pour mes investisseurs, ou peut-être je vais voir que c'est trop risqué de faire du développement et je vais pas le faire pour mes investisseurs. Mais c'est quand même quelque chose qui est pratique, je peux utiliser ces connaissances-là pour entretenir mes immeubles aussi, mes propres immeubles, ainsi de suite. Alors, toujours apprendre. Alors, ça, c'est mon indépendance financière, c'est parce que j'ai Donc, toi, c'était le premier type. En fait, t'étais là, tu dirais, alors, comment pour t'as atteindre, construit quelque chose. comment pour atteindre ce premier type, ou je vais mélanger un peu les deux types, là. Tu dois voir combien tu as besoin pour vivre essentiellement, pour survivre. Il y a beaucoup de personnes dans la théorie de FIRE, qui est Financial Independence, FIRE Early. Je sais pas c'est quoi le terme pour français, là. Je pense pas c'est feu. Ouais, je pense pas. Mais pour atteindre ça, il dit c'est, OK, combien tu as besoin d'argent que tu dépenses? Fois 25. Économise fois 25. Ouais. Mais moi, c'est pas combien que tu dépenses aujourd'hui. C'est combien tu as besoin pour survivre. Alors, aujourd'hui, je dépense dans les, mettons, 150, 200 000 par année, mais c'est pas ça que j'ai besoin pour survivre. J'ai besoin de peut-être, mettons, 100 000 au lieu de 150. J'ai besoin de 100 000 pour survivre. Et c'est quand même élevé pour la moyenne, mais c'est pour payer l'hypothèque de ma maison résidence principale, c'est pour payer les études de mes enfants, pour moi, ça, c'est l'essentiel. Mais sinon, je peux manger des nouilles instantanées à chaque jour. J'ai pas besoin de manger du steak ou du sushi. C'est ça. Pourquoi couvrir l'essentiel? Alors, l'essentiel est moins que qu'est-ce que tu dépenses aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui a besoin, mettons, qui dépense aujourd'hui 60 000 par année, essentiellement, ils ont peut-être besoin de 40 000. Et c'est ça que tu dois couvrir. Et qu'est-ce qui rentrait, toi, dans tes dépenses, tu dirais, quand tu faisais le calcul avec justement ta femme, pour ta famille, qu'est-ce qui était essentiel? Qu'est-ce qui, tu sais, justement, dans le 150 000, OK, c'est du superflu, puis réduire à 100 000. Donc, qu'est-ce qui était essentiel, là, dans le... Mais on a enlevé, par exemple, les voyages, on a enlevé le restaurant, on a envoyé, mettons, on a 2 chars, alors on a enlevé un des 2 chars. Toutes les activités extracurriculaires pour les enfants ou pour nous-mêmes. Donc, tout ce qui est pas nécessaire, en fait, pour fonctionner. OK, je comprends. Donc, vraiment, la base, se loger, se nourrir, se vêtir, comme straight
Et essentiel. ça dépend pour chaque personne aussi. En Oui, c'est théorie, ça. on peut Ouais. vendre notre maison et déménager à plus petit aussi. Mais là, je me suis Ouais. dit, OK, on va pas déménager, on va juste, c'est quoi le montant pour payer l'hypothèque d'aujourd'hui? Alors là, j'ai pris l'hypothèque de notre maison actuelle. Mais Mhm. techniquement, on peut aussi réduire l'essentiel et pousser. Ouais. Mais je me disais, OK, je vais réduire de 150 à 100 000. Et là, c'est 100 000, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour la famille de 4. Okay. OK. Alors là, ce 100 000-là, je fais fois 20 au lieu de fois 25. Alors, c'est 2 millions qu'il faut que j'économise. OK. Pourquoi x20 au lieu de x25? Parce que comme on a dit tantôt, dans le Ouais. FIRE, le standard, c'est x25. Donc, pourquoi x20, toi? D'abord, je viens de régler un des facteurs. Combien j'ai besoin, je l'ai réduit Ouais. du tiers presque. Et Mhm. là, j'ai besoin juste de fois 20, alors 2 millions, au lieu de si Mhm. j'avais fait fois 25, 2,5 millions. Mhm. Alors, atteindre ce 2 millions, c'était beaucoup plus rapidement qu'atteindre le 25 fois 150 000, mettons. Si quelqu'un devait OK. faire la formule originale. Mhm. Là, pourquoi 2 fois 20 au lieu de fois 25? Le monde fait fois 25 parce qu'ils ont des rendements de 8 Souvent, c'est la règle de rendement 8 ou 12 Et ça, c'est Mhm. l'autre chose. C'est 8 à 12 de rendement avant impôt. Après OK. impôt, tu deviens 6 Ouais. Quand tu demandes la question, c'est quoi un des plus grandes dépenses dans ta vie? Plusieurs personnes vont dire Mhm. leur maison. Mais c'est pas vrai, c'est Ouais. l'impôt. Parce que ça, tu payes à chaque année, puis c'est comme 20, 30, Ouais. 40 de tous tes salaires accumulés ou tous tes revenus accumulés. Ouais. Alors, l'immobilier, tu peux déférer l'impôt. OK? Et là, je Mhm. parle de ceux qui investissent pour le long terme. Ça, c'est ce que nous, on fait. Je ne parle pas des personnes qui flippent. Ça, c'est un autre Mhm. créneau que moi, je ne suis pas spécialiste. Et Mhm. si je tiens l'immobilier pendant, par exemple, 25 ans, le Mhm. 100 que je dois aujourd'hui, je peux le déférer pour dans 25 ans. Right? OK. On Mhm. sait toute inflation. Ça, 100 ouais. dans 25 ans vaut zéro. Ouais. Ouais. Avec l'inflation. Ouais. Exact. Ça vaut peut-être 1 $. Ouais. Non. Alors oui, si tu peux déférer l'impôt, tu vas le faire. Et c'est ça qu'est-ce que l'immobilier permet. Mais là, David, parce que c'est tellement un gros point que tu viens de mentionner. Ça, c'est un autre avantage de l'immobilier que peut-être les investisseurs novices ne pensent pas. Il y a quand même certains avantages au niveau de la fiscalité, donc certains avantages fiscaux qu'on a, donc que c'est important de prendre en considération pour le rendement, parce que tu sais, le calcul standard là, pour, par exemple, prendre notre indépendance financière, c'est faire x25, mais toi, tu as fait x20 parce que tu as compris que tu allais avoir un meilleur rendement avec l'immobilier, parce que tu as pris en considération les avantages fiscaux que l'immobilier te ramène en investissant à long terme. Donc, justement, de pouvoir repartir, tu sais, de prendre certains pertes, là, disons peut-être sur les meubles, etc., ce genre de Mhm. choses-là. Donc, tu l'as calculé dans ta formule. Et en fait, c'est pour ça que tu as fait x20, là, c'est En ça fait, que en je théorie, comprends. je peux faire moins que fois 20. Parce que je ne OK. fais pas 8-12 rendement, je fais 20-25 rendement. Ouais. Et Bon. alors, au lieu d'économiser 2 millions, accumuler 2 millions de fonds, je pouvais accumuler genre 1 million ou 800 000 de fonds. Et 800 000 OK. avec 20-25 de rendement, avec Mhm. des impôts déférés, je fais assez pour vivre. Mais OK. en tant qu'actuaire, je suis quand même de nature très risk-averse. Alors pour moi, Mhm. je vais essayer de gérer plusieurs types de risques. Je vais dire, OK, je ne vais pas dire que je vais faire 20-25 de rendement, je vais dire je vais faire 12 à 15 être safe, disons. Mhm. Alors, Mhm. il y a des fluctuations, et ainsi de suite. Mhm. Il faut que je contrôle et je gère certains risques, puis ainsi de suite. Alors, pour moi, je suis quand même dans une situation très confortable Mhm. avec beaucoup de risques gérés. OK. Et c'est là que j'ai OK. atteint, je fais plus que qu'est-ce que j'ai besoin nécessairement. C'est pourquoi j'ai Ouais. atteint mon indépendance financièrement, parce que je Financière. peux engager du monde Mhm. et je peux déléguer et là vraiment devenir passif. OK. Puis là, on rentre dedans, donc j'aimerais que on regarde ça aussi brièvement. C'est
les rendements. Donc maintenant, pour quelqu'un, là, un investisseur novice là, tu parles de, OK, 12 à 15% de rendement, mais de quoi est-ce que ça a l'air? Est-ce que c'est le cash flow? On a parlé des avantages fiscaux, mais concrètement, est-ce que tu avais OK, un montant maintenant qui rentrait au niveau du cash flow par mois? Donc, qu'un investisseur novice devrait regarder là au niveau de ses rendements en immobilier là pour atteindre Ouais. une liberté financière? Alors, l'idéal, c'est avoir un flux monétaire positif. Right? OK. Mais il y a beaucoup de cas où ce n'est pas possible, alors on essaie d'avoir un break-even pour que ça ne te touche pas ton portefeuille. Mm-hmm. Il y a la façon de purement flux monétaire, mais c'est très difficile de suivre purement du flux monétaire. Mais comme tu vois, le profit total, c'est la combinaison des trois. Flux monétaire, le remboursement de l'hypothèque et ensuite l'appréciation. Mm-hmm. C'est les deux autres manières qui vont aider. Alors, tu ne peux pas le faire avec un immeuble, mais si, admettons, tu avais 5 condos et à chaque année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, puis à chaque 5 ans, tu renouvelles ton hypothèque et tu refinances. Alors, ça veut dire à chaque année, tu as un condo à refinancer. Right? Année 6, tu refinances année 1. Année 7, tu refinances année 2. Et à chaque refinancement, avec les deux autres profits, donc combien tu as payé l'hypothèque, combien le condo a apprécié, tu reset l'amortissement, tu refinances le plus-value qu'il y a eu. Tu viens de sortir un montant. Tu viens de sortir peut-être 30-40 000 par année, par condo. Et là, la question, c'est… Sans impôt. Sans impôt. Et là, la question, c'est est-ce que tu es capable de sortir 40 000 dans un laps de 5 ans? Facile. Je ne dis pas qu'il faut 40 000 pour un condo à chaque année. Ça, c'est difficile. Right? Un condo de 400 000, par exemple, si l'apprécié de 10 c'est 40 000. Mais 10 ce n'est pas réalisable. Mais je te dis, dans 5 ans, quand tu renouvelles, est-ce que ce 400 000 condo est capable de monter à 440? Très faisable. Ou 400, très faisable. Un peu plus que 440 parce que quand tu refinances, c'est juste 80%. 75%, c'est ça. Ouais. C'est très faisable. Alors là, tu vois déjà que c'est très faisable. Et mettons le 400 000, de façon conservateur, ça augmente de 4% à chaque année. Ça veut dire 16 000 par année. Après 5 ans, c'est 20%. 80 000. Et puis ça, c'est une appréciation simple. C'est même pas pondéré. Alors, c'est environ 500 000 après 5 ans. Alors là, tu peux, si tu refinances, ton loyer aura augmenté, ton hypothèque aurait descendu, tu reset l'amortissement. Dans 5 ans, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire deux choses. Tu peux, au lieu de sortir sur le 100 000 de plus-value, sortir un 75 000, le max, tu peux juste sortir un 40 000, le essentiel que tu as besoin. Alors là, tu reset et tu sors pas tout. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ton flux monétaire augmente aussi. Parce que tu contrôles ça. Tu contrôles combien tu veux sortir. Alors, d'un côté, tu sors l'argent que tu as besoin et d'un autre côté, tu améliores le flux monétaire. Alors, ce qui était zéro, break-even ou un peu négatif année 1, année 6, il est techniquement positif. Année 11, il est largement positif. Malgré que tu as retiré malgré que tu retires un petit caramel ou un petit 60 000, peu importe. Donc, pour que les gens comprennent, c'est ça. Donc, le refinancement, c'est vraiment, tu reprends sur la valeur de l'immeuble, on te donne une nouvelle hypothèque, tu payes l'ancienne hypothèque et tu gardes le montant que tu as demandé. Donc, cet argent-là, il peut être, donc, toi, dans ce scénario d'indépendance financière, donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait acheté des condos, puis que, donc, le plan, là, c'est peut-être, on achète un condo à chaque année, on travaille fort, puis après, condo 1, on refinance justement dans 6 ans, puis ainsi de suite. C'est que toi, tu dirais, donc, dans ce modèle-là, la personne vit un peu des refinancements, donc des montants qui est retiré sur l'immeuble et peut-être un peu du flux monétaire. Donc, c'est pour pouvoir subvenir, disons, là, à l'essentiel. Donc, ce serait une façon l'indépendance financière au niveau des chiffres. Donc, une combinaison de refinancement
puis aussi Exact. du flux monétaire, là, du cash flow. Parce que comme tu as dit, c'est difficile d'atteindre purement du cash flow là, Ça, c'est parce qu'encore le dans les monde immeubles. a la perception que le cash flow, c'est le profit, mais ce n'est pas. Ouais, c'est Ouais. pas juste ça. Ouais. OK. OK, super. Et tu sais, que ce soit Donc, 5 condos, que ce soit 5 duplex, c'est le choix de la personne. Et mhm, si on il veut tu sais, un meilleur retraite, et peu importe. Et pourquoi je dis mhm, couvrir l'essentiel? C'est parce que techniquement, le monde qui sont en indépendance financière, c'est pas que, ah, je mhm. l'ai atteint, OK, je vais aller aux plages et rien faire. Ouais. Le Ouais. but, moi, mon but, c'est vraiment travailler sur ce que j'aime. Et ce Mhm. que je travaille sur ce que j'aime, j'ai pas le stress que je dois survivre. Je fais le Ouais. salaire que je fais ou les revenus que je fais, c'est pour payer mon voyage, c'est pour payer le Ouais. restaurant, c'est du superflu. Ouais. Alors, Ouais. j'ai enlevé le stress que je dois travailler pour survivre. Je travaille pour Mhm. mon fun. Et Ouais. c'est un grand Wow. shift de Ouais. mentalité. Alors qu'il y a plein de personnes qui pensent peut-être, ah, je dois prendre mes dépenses d'aujourd'hui et faire fois Mhm. 25 parce Ouais. qu'il veut rien faire et que ça Ouais. remplace tout ce qu'il dépense aujourd'hui. Je suis comme, Mhm. non. C'est pas ça le but. Comme c'est, tu, tu remplaces l'essentiel. Alors, c'est ça, c'est Donc, comme, tu sais, l'indépendance financière, c'est vraiment pouvoir se libérer de ce stress de devoir travailler pour survivre. 100%. Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier type d'indépendance financière. Le deuxième Mhm. type, c'est vraiment sans rien construire, mais par l'investissement. Et ça, c'est ce que notre compagnie essaie de faire pour nos investisseurs qui sont accrédités. Parce Mhm. que c'est pas tout le monde qui aime, comme par exemple mon ami qui avait acheté un quatreplex et qui veut maintenant focuser à sa carrière. On a beaucoup de Ouais. ces gens-là qui ne veulent pas gérer les maux de tête de l'immobilier. Alors, eux, Mhm. parce qu'ils veulent quand même un certain exposure dans l'investissement immobilier, mais Mhm. sans vraiment briser leur tête pour gérer le locataire, par exemple. Parce que même si peu importe Mhm. combien tu délègues, c'est quand même un business. Il y a quand même des Ouais. décisions que tu dois prendre. Alors, c'est là Mhm. que notre compagnie, comme un private equity fund, on est là Mhm. pour ces investisseurs-là qui sont accrédités, qui ont des bons carrières, qui adorent ce qu'ils font, mais qui veulent se libérer, qui ne veulent pas travailler pour survivre, encore là, mais Mhm. travailler pour vraiment leur passion. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer à travailler 40 heures par semaine? Peut-être pas. Une fois qu'ils atteignent leur indépendance, ils peuvent travailler pour le fun ou pour vraiment pousser au plus loin possible de leur carrière et voir Donc, ce que, leur carrière comme un sandbox et pas comme une place où ils doivent travailler. pour payer les factures. C'est Donc, ce ça. que tu dis, c'est que, donc, on a vu le premier type, là, donc, t'as construit, comme toi, t'as construit quelque chose, t'as commencé avec les condos, ensuite t'as été dans les plex, t'as bien calculé qu'est-ce que ça te prenait pour pouvoir vivre, payer tes factures et après, donc, parce que t'aimais ça, t'aimais l'investissement immobilier, donc, il y a ce premier côté-là, et tu viens de dire maintenant le deuxième côté, c'est pour les gens qui veulent juste quelque chose de passif, donc ils veulent pas travailler, il y a une solution qui existe pour eux. Donc, comme on l'avait dit au début du podcast, tu as aussi un fonds d'investissement immobilier. Donc, brièvement, tu as aussi dit donc c'est pour les investisseurs accrédités. Donc, brièvement, explique-nous c'est quoi un investisseur accrédité. Puis aussi, donc là, on comprend que tu l'as un peu dit. Donc, quand quelqu'un investit dans un fonds d'investissement immobilier, donc n'a pas cet aspect de construire, d'apprendre à gérer des locataires, donc et tout. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, comment est-ce que ça ressemble plus ou moins à quoi les retours, à quoi les gens ils peuvent s'attendre là, quand ils font ce type, quand ils prennent ce chemin-là, disons, vers la liberté financière Mhm. à travers l'immobilier. D'abord, un investisseur accrédité, il y a plusieurs façons de l'atteindre. D'abord, OK. si, je ne rappelle plus les chiffres exactement, mais si l'individu euh, fait environ 200 000 et plus par année, ou Mhm. avec ou sa conjointe fait 250 000 de plus par année, ou ils ont des Mhm. liquidités investissables d'au moins 1 million et plus, ou Mhm. encore sont un professionnel du finance, par exemple, qui ont un CFA ou un CPA ou ainsi de suite, ou sont un Mhm. actuaire. Mhm. Souvent, eux sont considérés comme accrédités. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont à un niveau qu'ils connaissent, où ils comprennent qu'est-ce qui est un investissement. Alors, OK. sous le traité marché financier,
ils peuvent investir dans le marché privé. Parce que le marché privé, c'est plus opaque que, admettons, les actions boursières et ainsi de suite. Alors, ils doivent quand même comprendre ces aspects-là. Et en tant qu'actuaire, nous, on explique toujours c'est quoi les risques, c'est quoi les différentes choses, c'est quoi les hypothèses qu'on prend dans notre modèle de souscription, c'est quoi les hypothèses qu'on prend et ensuite, est-ce que nos hypothèses sont quelque chose de réaliste, agressif ou conservateur? Et on se back avec des données, avec des statistiques historiques et ainsi de suite. Et ça, c'est notre côté vraiment, mon côté gestion de risque que je m'assure. Côté rendement qui peut s'attendre, ça, je ne peux pas le répondre, juste à cause de la loi. C'est ça. Mais même si, mettons, c'est quelque chose équivalent aux actions, par exemple, c'est quand même plus puissant que l'action à cause des impôts que tu peux déférer. Là, je ne parle pas de CELI. Tu sais, je dis toujours à mes clients, maximise ton CELI, maximise ton REER, maximise ton REE si tu as des enfants, parce que ça, c'est avantageux de côté fiscalement. Maximise tout ça avant d'aller au prochain créneau. Le prochain créneau, c'est soit que tu investisses dans des comptes réguliers, mais ça, c'est taxable. Les prêts privés, c'est taxable au max. Ou ensuite dans l'immobilier. L'immobilier, c'est taxable, mais c'est déféré. Alors, c'est avantageux. Parce que 100 $ aujourd'hui vaut presque rien dans 25 ans. Exactement, Et c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que nos investisseurs accrédités, souvent, ont déjà maximisé leur CELI, ainsi de suite. Le REER, c'est cette chose-là. Le maximum de CELI, c'est quoi maintenant? C'est 90 000, je pense. Et ça augmente de 7-8 000 à chaque année. Mais quelqu'un qui a 1 million, c'est ça qui est accrédité, par exemple. Il a maximisé le CELI longtemps déjà. Donc ça veut dire que cette personne-là, peut... Donc, c'est un type d'investissement qui existe pour cet investisseur-là. Donc, comme tu as mentionné, donc, qui a peut-être un revenu individuel de 200 000, revenu familial de 150 000, qui a 1 million et plus de valeur nette, là, on peut dire. Donc, prêt à investir, qui a maximisé ses CDI, ses REER, ses REE. Donc, pourrait se tourner vers une compagnie comme la tienne, donc un fonds d'investissement immobilier. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez l'argent de ces investisseurs-là et vous achetez des immeubles, donc j'imagine vous faites la gestion, puis eux, ils ont un rendement. Est-ce que donc ça, c'est le... C'est ça. Puis c'est un investissement. Puis c'est un investissement de long terme, parce que nous, encore là, les immeubles qu'on achète, c'est de long terme. C'est au minimum 5 ans. Puis c'est les rendements, encore là, en plus qui sont accrédités, ça veut dire qu'ils font 200-250 000 par année. Ça veut aussi dire que leur taux d'imposition marginale est à 52 Alors, si le rendement, juste que le fait que ce soit la même qu'un marché boursier, par exemple, c'est déjà le double. Parce que marché boursier, après impôt, c'est la moitié, right? Alors, mettons, si c'est un 12 par exemple, dans un marché, un ETF, un fonds indiciel, que tu peux regarder 12 devient 6 après impôt, ou un 12 en immobilier avec impôt déféré, c'est comme presque l'équivalent de 24 avant impôt, s'il y avait des impôts. Avant impôt, mais tu diffères, l'impôt est déféré. En plus, avec ma nature d'actuaire, tu sais, je suis quand même très conservateur, et les hypothèses que je prends, c'est pour gérer le risque. Et c'est ça l'importance. L'importance, c'est pas vraiment maximiser le profit de faire un 30 un 40 L'importance, c'est faire un bon, mettons, 15-20 mais pour très longtemps. Tu connais Warren Buffett, bien sûr. Warren Buffett, il fait son rendement pondéré 22 par année. 22 tu peux dire c'est beaucoup. Et tu peux aussi dire c'est pas beaucoup comparé à des personnes qui flippent des immeubles ou qui fait la rénovation ou fait des choses qui est comme
croche pour pousser le rendement au maximum. Moi, je suis Mhm. notre compagnie est contre ça. Tu sais, la rénovation, Mhm. on a une Ouais. stratégie de valeur ajoutée équitable. On est capable de créer Mhm. la valeur en laissant que les locataires déménagent de façon naturelle. Quand ils sont prêts, Mhm. quand ils veulent plus grand ou un logement plus petit ou peu importe, c'est Ouais. là que, tu sais, ils déménagent de façon naturelle et on laisse cette flow naturel-là. Et on est capable d'acheter la valeur de d'autres manières pour vraiment acheter la valeur pour nos investisseurs. Mhm. Le but, c'est pas besoin, on veut pas maximiser le profit et à devoir gérer d'autres types de risques. Nous, c'est vraiment garder, mettons, un bon rendement pour le plus long Mhm. possible. Parce que Warren Buffett, avec OK. 22%, pourquoi il est un des les hommes les plus riches au monde? C'est parce qu'il a fait ça pendant 50 ans, pendant 70 ans. Et Ouais. c'est ça le snowball effect. C'est 1 devient C'est 2, le temps devient sur le 4, devient marché. 8, devient 16. Ouais. Donc, avec le fonds d'investissement, donc, c'est quoi, t'es dans quelle catégorie d'immeubles? Donc, j'imagine que là, il faut aller dans le commercial, évidemment, donc pour le financement. Quelle catégorie d'immeubles que vous priorisez, que vous... On est dans le 6plex et plus. On a Cisplex et des plus. 6, 8, on a des 12, on a des 20, 24, 32. Mhm. Ça dépend c'est quoi OK. l'occasion sort. Et quand on voit Mhm. l'occasion, on est prêt à l'acheter. Puis comment est-ce que combien de deals que vous regardez avant de faire une acquisition? Parce que ça aussi, là, c'est des choses que des fois, il faut dire aux investisseurs, ça arrive pas tout de suite, mais donc toi, c'est quoi avant de faire un investissement, combien de deals que tu vois sur ta table, là? Je dirais, euh, tu sais, j'ai regardé plus que 1000 deals, ça c'est sûr. Mais pour Mhm. parce qu'on a acheté plus de 30 immeubles déjà. Mais Mhm. pour chaque immeuble, je dirais qu'on regarde peut-être centaines, 100 à OK. 120 différents deals, qu'on peut le filtrer Mhm. de façon très rapidement avec nos modèles. Euh, Mhm. Parce que tu sais, je sais comment programmer des VBA, du Python et tout ça, alors je suis Ouais. capable d'automatiser ça. Pour Mhm. faire un premier screening, et là, on a Mhm. peut-être sur les 120, il nous tombe 20 qui est acceptable. Et Mhm. ensuite, sur ce 20-là, on rentre en détail chacun des 20 pour voir c'est quoi la valeur ajoutée de cet immeuble, c'est quoi la valeur ajoutée de cet immeuble, et ainsi de suite. Puis calculer vraiment en détail et choisir, sur les 20, choisir peut-être 5 choix finaux. Et là, on met des offres. Mhm. Parce qu'encore là, peut-être il y a d'autres offres qu'on est en Qui vont être compétition, et ainsi acceptés. de suite. Là, ça m'amène, si je comprends bien de tes posts sur LinkedIn, vous investissez quand même sur des listings qui sont sur la MLS, right? Ou est-ce que, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs justement qui veulent hors marché, hors marché. Moi, j'ai eu la chance, mon premier immeuble, j'ai réussi à le trouver hors marché. Il n'y avait pas de crédit à moi, c'est juste arrivé que j'ai réussi à le trouver. Mais qu'est-ce que tu dirais à un investisseur là, donc on cherche hors marché, on veut absolument ce genre de deal-là? Versus toi, j'imagine qu'ils trouvent quand même de bonnes opportunités sur la MLS. Je regarde les deux, autant sur Les deux. MLS, autant sur hors marché. Et à vrai Mhm. dire, conceptuellement, un propriétaire qui veut mettre ça sur hors marché, ça ne fait pas vraiment de sens. OK? OK. Souvent, le courtier va peut-être vendre l'idée que tu veux garder ça privé, tu ne veux pas l'autre voir, ou tu veux accélérer le processus, ainsi de suite. Mais ça accélère pas tant le processus parce que, en fait, qu'est-ce qui accélère le processus, c'est avoir un plus grand exposure. Plus grand que tu as OK. l'exposure, plus grand tu as un bassin d'acheteurs. Mhm. Et garder ça privé fait pas tant de sens parce que normalement, tu ne mets même pas un pancarte devant un genre un Viplex, Whitplex, ainsi de 20, suite. ouais, ouais. Alors, de ce côté-là, c'est privé, ça ne va pas influencer les locataires. Oui, il peut trouver sur Sentry, mais même si tu es dans un mailing list de hors marché, un locataire Mhm. peut aussi, s'il est curieux de l'immobilier, acheter son courriel dans Ouais, les mailing listes, list puis hors il va marché. voir Ouais, aussi quand son immeuble est là. Alors, c'est pas tant ouais. public ou privé que ça. C'est ça. Alors, Ouais. l'idée, c'est augmenter le bassin d'acheteurs potentiels. Je comprends pour Mhm. les hors-marchés, pour les 20 millions et plus.
Pourquoi? Parce qu'il y a quasi zéro acheteur. Le bassin d'acheteurs n'est pas surcentré pour le type de 20 millions Ouais. et plus. Alors ça, c'est Ouais. géré par d'autres types de compagnies spécialisées sur les 20 millions et plus, puis qui visent des fonds institutionnels. Et ces fonds-là ne sont pas surcentrés, ceux. Alors, ils sont dans un Ouais. autre type de créneau. De marché, ouais. Alors, OK, good. Le courtier a convaincu l'acheteur, ou le vendeur plutôt, à mettre ça sur hors marché. Souvent, ce que je remarque, c'est que le bâtiment a des problèmes. OK. Qu'il y aura moins de due diligence. Parce que l'acheteur est prêt d'acheter à meilleur prix et à skipper ces étapes-là de due diligence. Ouais. Moi, je suis prêt à payer une prime ou payer du prime, que ce soit en argent ou en temps, pour faire ce due diligence-là. Alors, je suis prêt, par exemple, même pour les résidences unifamiliales, il y a plein de personnes qui veulent skipper l'inspecteur. Non. Ouais. Et paye pas un inspecteur de 300$ ou ton beau-frère. Paye un bon inspecteur de 600, 800$ selon le type de propriété. Je suis prêt à payer ça pour faire mon due diligence de façon correcte. Parce que ça vaut l'or qui pèse. Et même chose, dans le hors-marché, ce que je remarque, c'est que souvent, ils vont l'acheter eux-mêmes. Parce que. Sans courtier, sans. C'est ça, parce qu'il sait, je veux dire, le courtier qui prend ce client-là pour le vendre dans le hors-marché, lui-même, il va l'acheter, l'immeuble, de façon directe ou indirecte, qu'il y a des intérêts directs ou indirects. Parce que le prix est meilleur. C'est moins bon pour le vendeur. Il y a moins, le bassin d'achat est moins. C'est offre et demande, right? Il y a moins de demandes, le prix va être moins. Alors, il est capable de pousser le prix vers le bas et l'acheter. Et quand il ne l'achète pas, c'est parce qu'il manque de fonds ou c'est moins dans son créneau, par exemple, dans son région géographique ou peu importe. Alors, étant un courtier, c'est un bon réseau aussi. Si, admettons, tu as ces pocket listings-là, souvent, c'est pour ton propre réseau, avant que ce soit le réseau privé en dehors. OK. Si tu es dans un mailing list, tu es le dernier qui le reçoit. Parce que tu le reçois en même temps que tous les autres qui sont dans le mailing list. Ouais. Tu dois vraiment connaître le courtier, être dans son cercle de, mettons, 20 personnes et Puis pouvoir recevoir l'acheter. ce genre de C'est ça. liste. Mais dans le fond, donc tu dirais, en gros, les opportunités sont là, que ce soit donc hors marché ou sur le marché. Donc oui, il faut regarder les deux, mais les opportunités, ils sont sur la MLS, sur Centris et ils sont aussi donc hors marché. Il faut regarder donc les deux. C'est d'avoir un bon modèle, donc de bien, tu sais, la souscription là, que tu vas faire pour ton immeuble, d'avoir un bon modèle pour ça. D'ailleurs, si on rentre peut-être aussi rapidement dans ton modèle très rapidement là. Donc, qu'est-ce que tu regardes pour maintenant que tu as un fonds, donc tu as des gens qui investissent avec toi, donc puis justement tu gères le risque. Tu l'as mentionné, votre compagnie cherche pas nécessairement à maximiser les rendements, mais plutôt de faire un rendement correct, mais sur le long terme. Donc, qu'est-ce que tu regardes dans ton modèle de souscription là? C'est quoi qui te dit, OK, go, cet immeuble-là, donc on y va, on fait l'acquisition. Ben, c'est ça. Tu as touché le point. Notre but, c'est pas maximiser le profit, mais c'est d'optimiser la longévité de ce profit-là. OK. Parce que qu'est-ce que nous, on veut, c'est on veut maximiser la période de pondération, le snowball effect. Alors, quand on regarde les meubles, on veut regarder que ce soit bien géré, que l'ancien propriétaire n'a pas comme coupé des coins ronds. Parce que nous, on met l'argent dans la prévention, dans le upkeep du bâtiment. Mais toi, tu vois pas ça comme une opportunité. Excuse-moi de te couper. Tu vois pas ça, exemple, que l'ancien propriétaire a coupé les coins ronds, puis qu'il y a. Donc là, est-ce que c'est pas peut-être une opportunité pour toi de come in and. Ça dépend. Il y a deux types de couper les coins ronds. Il y a le type qui, mettons, rénove, mais qui fait quand même le remplacement de son toit et ainsi de suite, mais prend le moins cher.
Ouais. Ça, c'est quand même acceptable. Il y a d'autres propriétaires qui n'ont même pas changé de toiture depuis comme 40 ans et que Ouais. tu vas découvrir d'autres choses quand tu ouvres la toiture. Et ça, Ouais. je veux éviter parce que, tu sais, je dois protéger mes investisseurs aussi. Je vais investir dans ce que je connais et pas dans ce que je ne connais pas. OK. Et c'est un peu comme Warren Buffett. Il investit dans ce qu'il connaît, pas dans ce qu'il ne connaît pas. Alors, Makes sense. même chose que chaque nouveau projet, s'il y avait un nouveau projet qu'on voudrait faire, par exemple du développement, parce que nous, on ne touche pas du développement. Pour nous, on trouve que c'est risqué pour le type de rendement qu'on obtient. Et on veut vraiment focuser sur des bâtiments qui existent déjà. Mais si jamais on va dans le créneau du développement, on va développer avec notre propre argent en premier, avec un petit duplex, triplex ou quadruplex. Ouais. Et une fois qu'on commence à le maîtriser, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre comment construire une maison de A à Z. Ouais. Une fois qu'on maîtrise ça, c'est là qu'on se sent à l'aise que, OK, on va dire à nos investisseurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce projet de développement-là? Parce que pour nous, c'est important. On ne va pas risquer, on ne va pas jouer avec l'argent, avec nos investisseurs. On joue avec notre propre argent. On apprend. Une fois qu'on apprend, étape par étape, et à chaque jour, j'apprends. Et quand j'apprends, comme professeur, je veux donner cette connaissance-là au monde, cette valeur-là. Alors, à mes investisseurs-là, je donne cette valeur-là une fois que je suis devenu professeur. Mais aujourd'hui, je suis un élève pour, mettons, la construction. Toujours l'apprentissage. Donc, tu commences petit toi-même et par la suite, donc, une fois que le risque est contrôlé jusqu'à un certain point, donc, c'est là qu'on va, même chose que tu avais dit il y a quelques minutes dans le podcast, là, comme tu avais recommandé au premier acheteur, de commencer vraiment par apprendre à investir sur soi-même, commencer avec ce qu'on peut contrôler. Donc, je trouve que c'était excellent. Mais c'est ça. Je te remercie, David, d'avoir accordé du temps. J'avais dit à David qu'on allait faire ça en 40 minutes. Mais là, ça a pris un peu plus de temps. Merci beaucoup pour ton temps. Tu as partagé beaucoup d'informations. Moi, même si je travaille dans l'industrie, j'ai énormément appris aujourd'hui. Puis, ce sera donc, je sais qu'on fera un autre épisode. On pourra aller peut-être plus poussé sur d'autres points. Donc, merci encore là, d'être venu aujourd'hui, David. Merci à toi aussi et merci pour l'invitation. Yes.